Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Dimitri Noël, chargé de projet suivi du CEP en Grand Est. Alors, comment le service de conseil en évolution professionnelle prend-il forme sur le terrain? Comment répond-il à la diversité des situations et des profils d'usagers rencontrés? Comment réussit-il à accompagner les trajectoires professionnelles dans un environnement complexe, changeant, ambigu et incertain? Ces questions habitent aujourd'hui un grand nombre de professionnels. Elles se posent dans les observations et les analyses sur le déploiement du service en Grand Est. Elles alimentent la rédaction du rapport annuel sur le suivi de la mise en œuvre du service par Transition Pro Grand Est. Alors, en cherchant des ressources pour alimenter ces réflexions sur ces questions, j'ai découvert fin 2021 un ouvrage à côté duquel je ne pouvais pas passer. Il s'agissait d'une étude qui entreprend en fait d'analyser des situations vécues de conseil en évolution professionnelle et de les analyser. Après avoir lu l'ouvrage, je souhaitais vraiment pouvoir échanger avec l'auteur de cet ouvrage, Françoise Larroy-Carré, qui est avec nous aujourd'hui. Et l'idée d'une intervention, celle qui a lieu aujourd'hui, est née petit à petit de ces échanges, et je vous propose qu'aujourd'hui, Françoise puisse partager les résultats de ses recherches et de ses études. Je vous rappelle qu'après son intervention, vous pourrez réagir et poser vos questions via le chat. On a prévu, après ton intervention, une séquence de questions-réponses. Et je te donne la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et parmi vous pour cette belle initiative, effectivement, qui nous permet de pouvoir échanger et dialoguer et d'ouvrir le débat sur ce beau sujet qu'est le CEP. Donc, pour aller plus loin, je vous propose là, lors de mon intervention, alors tout d'abord de présenter rapidement mon parcours, d'abord pour situer la place d'où je vais parler ce matin, et puis je vais vous parler donc d'une recherche doctorale que j'ai effectuée sur les pratiques sociales en CEP et d'aborder très rapidement le protocole, mais surtout les principaux résultats de recherche pour pouvoir les discuter et ouvrir le débat à la suite. Donc, concernant mon parcours, alors après avoir réalisé un master recherche en psychologie de l'orientation et un master en sciences de la formation des adultes, j'ai réalisé un doctorat en sciences de la formation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Centre Info et sous la direction de Patrick Mayen, qui a beaucoup travaillé sur le CEP, et d'Annelise Ullmann. Alors, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle dans la formation des adultes et l'orientation professionnelle, à des postes divers, notamment en tant qu'enseignante, responsable des mobilités et directrice d'un organisme de formation. Alors finalement, pourquoi une recherche sur le CEP ? Alors d'abord, j'avais commencé une recherche sur les processus d'orientation professionnelle, mais centrée du point de vue des personnes et de leur biographie. Et donc j'ai vraiment voulu élargir cette recherche en les étudiant ce coup-ci du point de vue des pratiques sociales et du dispositif du CEP. Alors, pour situer un peu le contexte de mon objet de recherche, il est utile de préciser que les carrières sont plus protéiformes et moins linéaires qu'auparavant, ce qui nécessite évidemment de construire des stratégies adaptatives d'employabilité pour les personnes. Il existe désormais une injonction de responsabilité, d'autonomie et d'anticipation permanente, ce qui peut être évidemment vécu comme une grande difficulté pour un certain nombre et pour d'autres également des opportunités de changement. Dans tous les cas, pour faire face à ces changements, le concept de l'orientation tout au long de la vie a vu le jour avec notamment la résolution du Conseil de l'Union européenne en 2008 et avec la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle qui instaure un droit à toute personne souhaitant être accompagnée dans le cadre de son évolution professionnelle, avec notamment la création du service public de l'orientation. Donc, alors évidemment, dans ma recherche, j'ai effectué une recherche documentaire et scientifique sur laquelle s'inscrit la recherche,
Alors les premiers bilans et travaux sur le CEP ont vraiment mis en évidence une compréhension disparate des enjeux du CEP selon les acteurs, un service encore méconnu du public et un besoin de développer encore une posture d'alliance de travail en CEP. Donc, tous ces points problématiques, finalement... attendez, je reviens peut-être pour voir si je ne me suis pas... Non, pardon. Donc, pour serrer un petit peu mon objet de recherche, j'ai réalisé également une étude exploratoire avec notamment auprès de 10 responsables institutionnels et d'un échantillon de 14 conseillers en évolution professionnelle. Et donc, les points principaux montrent, là encore, une lecture qui peut être assez contrastée des finalités du CEP, qui peut être assez utilitariste, c'est-à-dire permettant aux entreprises de recruter des profils compétents et adaptés à leurs besoins, ou plutôt humaniste, c'est-à-dire centré sur les personnes pour les aider à faire des choix éclairés. Donc on a pu aussi se rendre compte que l'environnement institutionnel paraît très fort et agissant sur les conceptions de l'orientation et les pratiques en CEP, et j'y reviendrai. Et puis, j'ai pu recueillir aussi des points de vue qui pouvaient être assez contradictoires sur les approches et les postures d'accompagnement, notamment mobilisées en CEP, pour construire en co-responsabilité un parcours professionnel. Donc, en fait, tous ces points critiques ont justifié une recherche un peu plus approfondie sur le CEP, d'autant plus que les premières études sur le CEP se sont principalement intéressé au travail du conseiller et notamment à son impact sur sa professionnalisation. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller véritablement sur le terrain des pratiques réelles et concrètes pour étudier notamment les dynamiques interactionnelles générales en présence et puis de les confronter finalement au point de vue des protagonistes du CEP. Autrement dit, je me suis davantage intéressée à la relation sociale qu'impose le CEP plutôt qu'à l'une ou l'autre des parties prenantes prises séparément, notamment pour observer ce que les conseillers et les bénéficiaires font et disent en situation de CEP, et puis de les interroger après coup pour savoir ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont dit et fait, et peut-être transformer après l'usage d'un CEP. C'est donc à partir d'une méthodologie finalement très micro-sociologique et notamment en regardant la situation d'interaction sociale qui a représenté mon unité d'analyse à partir des travaux du sociologue Goffman. Donc pour cela, j'ai quand même voulu regarder certains aspects spécifiques des travaux de Goffman qui a à son actif, on va dire, des concepts assez pléthoriques. Alors moi, je me suis vraiment intéressée tout d'abord à la coactivité, c'est-à-dire celle qui est coproduite par les personnes en situation réelle pour atteindre les buts. Les techniques de communication également qui montrent des actions spécifiques co-gérées en situation et surtout dans un certain rapport de place dans la relation. Et puis les stratégies d'engagement qui montrent des postures d'accompagnement qui peuvent être portées par des valeurs, par des croyances, et aussi influencées par évidemment l'organisation du travail, et puis le cadre juridique du CEP, bien entendu, qui va serrer l'activité. Alors pour cela, j'ai donc utilisé une méthodologie multimodale en réalisant 3 études. Donc dans la première, j'ai observé 48 entretiens de CEP auprès de 3 régions différentes que peuvent représenter donc la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et la Normandie, auprès donc des différents opérateurs en charge du CEP. Dans la deuxième étude, j'ai réalisé 36 entretiens avec les bénéficiaires que j'ai pu observer en situation réelle de CEP pour recueillir les effets perçus du CEP. Et puis dans la troisième étude, j'ai réalisé 23 entretiens
auprès des conseillers, là encore, observés, pour recueillir les représentations sur la coactivité. Donc finalement, les principaux résultats de la première étude concernant l'observation d'entretien de CEP montrent une typologie de 6 situations de conseil, montrant que le CEP est organisé selon une segmentation par public et par prestataires spécialisés dans ces catégories de publics. Et qui montre finalement un CEP assez protéiforme et plutôt institutionnalisé. Donc évidemment, là, l'effet public est assez important dans nos résultats et agissant en CEP. Alors attendez, j'essaye de passer au point suivant. Voilà. Alors, concernant la nature de la coactivité, là, on s'aperçoit que, évidemment, on est majoritairement sur la thématique de l'employabilité à court terme, voire même dans l'urgence, donc là à 69%, et qui peuvent mobiliser 3 thèmes centraux, donc l'analyse de la situation professionnelle souhaitée, l'enquête métier à faire, et trouver le financement d'un projet de formation ou d'orientation, le cas échéant. Et puis, les techniques de communication ont montré là de nombreux moyens d'agir en situation pour obtenir des informations, comprendre, convaincre ou stimuler la réflexion ou encore s'engager dans des activités conjointes. Et là, évidemment, j'ai pu repérer de nombreux moyens d'agir qui pouvaient être assez variables selon les conseillers et évidemment avec des techniques un petit peu spécifiques, y compris pour réorienter et cadrer l'activité en situation. En tout cas, c'était assez intéressant de voir les points convergents et à la fois différenciants en matière de techniques de communication. Et puis des stratégies d'engagement qui peuvent s'illustrer par certaines postures d'accompagnement qui peuvent être plus ou moins informatives ou réflexives, égalitaires ou hiérarchiques dans la relation et qui peut justement accorder une place différente à la personne en situation. Et qui peuvent varier évidemment entre penser à la place de la personne ou au contraire la laisser seule à s'orienter ou alors de co-construire avec elle dans une démarche plutôt partenariale. Alors, concernant les principaux résultats de la deuxième étude, concernant les effets perçus par les bénéficiaires, alors 4 points centraux. Et là, 89% des bénéficiaires déclarent ne pas connaître le CEP. Alors évidemment, ce point peut être quand même assez problématique, notamment dans l'accès au droit pour s'en saisir pleinement, quand on a du mal évidemment à se repérer dans un cadre juridique qui permet évidemment de repérer en fait le périmètre et l'offre du CEP. Ensuite, les principales préoccupations des bénéficiaires concernent en priorité, selon leur déclaration de mon corpus, bien entendu, premièrement le financement d'un projet de formation ou d'orientation à hauteur de 47%. Ou d'un accompagnement véritablement personnalisé et sur mesure à hauteur de 44% et des techniques de recherche d'emploi à 39%. Alors, concernant l'évaluation du service par les bénéficiaires, l'évaluation est assez variable, même s'il faut déclarer que beaucoup de bénéficiaires semblent quand même majoritairement satisfaits d'une part des informations reçues par les conseillers et par la disponibilité également des conseillers. Donc là, 36% se déclarent satisfaits en fonction de ce qu'ils étaient venus chercher en CEP. 39% se déclarent mitigés au regard des apports du CEP. 11% se déclarent insatisfaits et 14% ne se prononcent pas sur cette question,
soit parce qu'ils n'ont pas encore terminé leur accompagnement en CEP, soit parce qu'ils ne savent pas véritablement répondre à cette question. Et la coactivité est plutôt perçue comme méthodologique plutôt que réflexive, puisque dans la plupart des cas, il s'agit de résoudre un problème financier ou technique pour connaître le marché de l'emploi ou les méthodes de prospection. Donc, concernant la troisième étude sur la coactivité vue par les conseillers, donc là, la coactivité est représentée comme une mosaïque de pratiques hétérogènes, malgré un cahier des charges commun fixant les principes d'action du CEP. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de CEP, mais bien plusieurs, évidemment en fonction des problématiques apportées par les bénéficiaires, mais aussi selon la culture historique et professionnelle des conseillers eux-mêmes et des institutions. Donc ensuite, les conseillers déclarent manquer de temps souvent pour réaliser un CEP qui soit véritablement qualitatif versus quantitatif, au regard alors, du nombre du flux de personnes à accompagner, bien entendu, et des charges administratives associées qui sont, on doit le dire, assez conséquentes. À partir de ce cadre, les stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs, bien entendu, répondent aux difficultés du travail réel, qui à chaque fois est singulier, mais aussi du travail prescriptif, qui concerne là l'organisation du travail, mais aussi les documents qui régissent finalement l'activité du CEP, comme le cahier des charges, le guide repère, etc. Donc ces stratégies visent donc à chercher des solutions dans son travail, dans un affrontement entre ce qui est possible finalement et ce qui est désirable. D'autant plus que bon nombre de conseillers se sentent souvent très affectés par les problématiques psychosociales et de santé de plus en plus lourdes des personnes et du coup qui pèsent sur le CEP. Dans cette perspective, les stratégies individuelles, bien entendu, visent à faire son métier en fonction de ce qui semble réalisable en CEP, mais également en fonction de ce qui est important pour soi à privilégier. Et on peut s'apercevoir qu'en fonction des conseillers, il peut y avoir des différences notables sur l'axe des priorités qui sera donné en CEP. Maintenant, si l'on considère que distinguer n'est pas séparer, les conseillers semblent désireux de partager des manières de faire le métier dans une culture commune, portée par des valeurs, une histoire, une vision du monde, et à partir de là, une reconnaissance. Mais qui soit respectueuse, évidemment, des professionnalités multiples en présence, et notamment pour définir les règles de métier et les critères de la qualité du travail, comme pourrait le dire Yves Clos. Et pour cela, effectivement, prendre le temps de se parler, notamment grâce à cette occasion aujourd'hui qui leur est donnée pour pouvoir ouvrir le débat. Et les conditions de la coopération paraît tout à fait essentiel. Ce que Christophe Dejour pourrait appeler notamment l'activité déontique, éthique également de l'activité. Donc les compétences mobilisées en CEP, évidemment, elles sont structurées par plusieurs facteurs. D'abord, comme on l'a dit, par un contexte déjà là. On voit bien, le site institutionnel, évidemment, va déjà influer sur l'activité de par sa culture historique et professionnelle. Les buts de l'activité, bien entendu, en fonction aussi des priorités, comme on l'a vu, des uns et des autres. L'organisation du travail, bien entendu, va être prégnante sur ce qui va être possible ou non. Et puis les attentes des personnes, bien entendu. Par celles également qui sont incorporées par l'expérience professionnelle des conseillers. Bien entendu, on va d'abord mobiliser des compétences qui sont déjà acquises et ce qui peut produire dans certains cas certains scripts et certains schèmes opératoires finalement qui vont pouvoir se mettre en œuvre.
Et puis également par la relation de service, parce qu'il s'agit bien de cela quand même en CEP. Cette relation de service, évidemment, elle vise aussi à accueillir, bien entendu, écouter, questionner, reformuler, analyser, faire expliciter, bref, coopérer en situation. Et puis, bien entendu, par l'expertise nécessaire du marché de l'emploi, de la formation, des dispositifs de financement, pour pouvoir conseiller. Et puis, l'identité de métier correspondant aux représentations du rôle du conseiller, bien entendu. Donc, on voit bien que c'est multifactoriel. Donc, finalement, le CEP, un ordre social et d'engagement. En somme, l'analyse globale des entretiens a fait apparaître la valorisation chez les protagonistes, finalement, de la rapidité, de la vitesse, de la capacité à rebondir rapidement, sans forcément s'inscrire dans un travail prospectif permettant de réorienter le cours des choses dans le moment présent, notamment de pouvoir réorienter le jeu des possibles. Donc finalement, ça peut produire une tension entre un accompagnement qui permet de capitaliser son expérience et faire des choix pour construire sa vie, et un autre qui informe et opérationnalise l'employabilité à court terme. De ce constat, j'en ai retiré 2 modèles qui correspondent à 2 types d'interventions différents. Le premier qui correspond au dialogue conjoncturel selon les circonstances souvent impératifs qui s'imposent aux bénéficiaires. Et puis celui mettant en jeu des temporalités, des pratiques et cadres d'action différents impliquant un processus de délibération de carrière. Alors ce modèle engage évidemment plus de temps que le précédent, mais convoque aussi des espaces-temps qui peuvent être différents, évidemment comme le passé d'abord, le présent et l'avenir, et évidemment nécessite de travailler une alliance de travail pour pouvoir réfléchir à toutes les possibilités et potentialités. Donc, si l'on regarde dans le dictionnaire la définition du Larousse, on peut s'apercevoir que le dialogue signifie, comme en grec, dia, entre, et logos, parole, c'est-à-dire une conversation entre 2 ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Donc, il désigne faire l'expérience de ce qui relève du niveau du possible proprement dit, et il y a la possibilité d'agir ou de ne pas agir quand la délibération préfigure un pouvoir-être en fonction de la discussion et du choix. La délibération implique en conséquence une action de réfléchir et d'examiner une question pour une décision prise au cours de cet examen ou après délibération. Donc, comme chez Aristote, le concept de délibération représente une discussion en vue d'une décision à prendre collectivement. Donc finalement, cet apport aristotélicien nous permet de différencier et d'articuler 2 niveaux de contingence. Premièrement, ce que nous pouvons faire par le dialogue conjoncturel, ou ce qui pourrait nous arriver par la délibération de carrière. Donc là, on voit bien qu'on est sur une conception et des pratiques en orientation qui vont être différentes. Et dans ces conditions, la nature des actions qui sont réalisées permettent là encore, plus ou moins, de dépasser les difficultés du présent et de construire des lendemains alternatifs. Donc il y a évidemment une grande différence, par conséquent, entre la prise de décision comme un choix entre plusieurs options et le processus qui va mener à faire un choix authentique, chargé de sens pour le sujet. Alors finalement, que retenir de tout cet ensemble ? Alors premièrement, évidemment, on vient de voir que les questions de temporalité, de productivité sont omniprésentes en CEP.
et que finalement le moyen terme donne du sens au court terme, même s'il se construit bien entendu au présent. Donc cette logique temporelle finalement consiste quand même à accepter un temps pluriel, un temps non seulement quantitatif mais aussi qualitatif, étant entendu que les caractéristiques des bénéficiaires et leurs attentes ne sont pas les mêmes. Ce que Jacques Delors en son temps défendait, à savoir conférer à tous les humains la liberté de penser, de jugement, de sentiments et d'imagination dont ils ont besoin pour épanouir leur talent et rester aussi maîtres que possible de leur destin. Ensuite, la question de la cohabitation ou de la différenciation des deux modèles de CEP se pose évidemment en cloisonnant ou non les temporalités, les attentes des bénéficiaires et les compétences des conseillers. C'est vrai que cette rationalisation du temps de travail en CEP conditionne en conséquence les actions possibles, ouvertes ou non, ou impossibles en conseil, et ce qui n'est pas neutre quant aux objectifs fixés du CEP. Bien entendu, également, l'activité en CEP est aussi circonscrite par les contraintes et les opportunités de l'environnement socio-économique et personnel. Évidemment, on n'est pas hors sol. On est dans un territoire et on a aussi nos propres contraintes familiales, culturelles, etc. Donc tout cet ensemble, finalement, travaille en interaction. Enfin, le concept d'autonomie, d'après les résultats de mon corpus, ressemble véritablement davantage à une commande sociale plutôt qu'à une véritable boussole dans les pratiques. Parce que là encore, ce concept souligne les difficultés à l'évaluer et à identifier finalement les règles de métier précises pour développer l'autonomie, en sachant d'ailleurs que même si une personne se déclare ou est déclarée comme autonome, ça ne l'empêche pas pour autant d'avoir envie et besoin d'être accompagnée. Donc on peut se rendre compte que ce concept d'autonomie peut apporter beaucoup de confusion, et notamment dans les pratiques réelles. Donc maintenant, si on pense un petit peu en dialectique, ces deux modèles proposent deux types d'interventions qui ont finalement chacun sa logique, sa pertinence et bien entendu sa légitimité. Il ne s'agit donc pas, bien entendu, d'opposer la liberté de choix des personnes dans l'état d'esprit de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel au conformisme prescriptif soumis du marché de l'emploi, mais d'évoquer les techniques de co-construction permettant de sécuriser des choix réfléchis. Donc il est question finalement d'aider les personnes à s'orienter vers ce qui est important pour elles et s'engager dans un processus d'adaptation pouvant ouvrir de nouvelles possibilités sans pour autant négliger ou mépriser, bien entendu, l'impérativité des besoins, tout simplement parce qu'ils existent. D'autre part, le CEP doit pouvoir répondre à ces deux ambitions, alors politiques françaises et européennes, visant non seulement l'employabilité à court terme pour favoriser la sécurisation des parcours professionnels, mais aussi de poursuivre sa visée éducative et émancipatrice, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc finalement, la question qui se pose, c'est quelle société finalement voulons-nous pour demain, et notamment pour une orientation tout au long de la vie qui soit éducative et apprenante, permettant de s'orienter et de se former versus être orienté ou formé par l'extérieur, centrée sur les opportunités et le sens des actions, versus sur les aptitudes qui nous renvoient beaucoup trop au modèle adéquationniste qui nous ont montré justement les limites de cette approche, et puis permettant l'expérience et les apprentissages qu'elle permet, parce que pour moi c'est quand même un point
crucial et un levier de développement extraordinaire, l'expérience et les apprentissages qu'elle permet, évidemment, versus totalement hors sol. Et puis, en synergie avec les acteurs du territoire et évidemment, dans les acteurs du territoire, j'entends aussi les entreprises. Et on peut s'apercevoir quand même qu'on est encore dans un système assez cloisonné, où on est encore un peu chacun chez soi. Et c'est vrai que relier les mondes nous permettrait de gagner en efficacité, notamment quand on parle des compétences d'avenir, des compétences de demain. Je pense bien sûr à la transition numérique, écologique, et puis je pense aussi au plan 2030 pour accompagner l'évolution des métiers. Donc là, il y a quand même un sacré travail à faire pour qu'on puisse travailler véritablement ensemble, plutôt que de manière cloisonnée. Et puis, dans une logique de parcours itératif, parce que finalement, si on se souvient au démarrage du CEP, la question qui se posait à ce moment-là, c'était mais qu'est-ce que le CEP apporte de nouveau par rapport à nos pratiques anciennes ? En quoi le CEP est innovant ? Et de mon point de vue, le fait qu'il puisse travailler dans une logique itérative est quand même un point crucial du CEP, plutôt que dans un projet fixe, car effectivement, l'orientation tout au long de la vie peut représenter des méthodes différentes visant à sortir d'une conception assez européenne, volontariste, anticipatrice, et planificatrice, où on va penser à un projet professionnel assez fixe et pour essayer effectivement de le réaliser, qui est un petit peu pensé une fois pour toutes. Alors, il peut être question d'une modélisation justement d'inspiration plus orientale, très bien décrite d'ailleurs par le philosophe et sinologue François Julien, qui lui évoque cette culture en termes de processus et appréhende le changement sous l'angle de la régulation. Et donc, selon lui, l'Orient chinois cultive la disposition à devenir, là où la culture occidentale, finalement, privilégie l'anticipation de l'avenir. Dans ce cadre, elle suggère un prisme différent selon dans les interventions en orientation, en se saisissant des facteurs favorables sur lesquels s'appuyer pour réussir, autrement dit, sur une théorie de l'opportunité, et puis évidemment qui repose sur la situation et le potentiel de la situation. Il peut y avoir aussi le modèle théorique du life designing de Savikas, qui est traduit en français par Construire sa vie, qui a été beaucoup opérationnalisé par Jean Guichard. Et là, qui propose une approche d'accompagnement non plus centrée uniquement sur l'orientation professionnelle, mais pensée dans un parcours de vie qui va intégrer l'individu dans une perspective holistique et globale, et qui va prendre en compte l'ensemble des sphères et des intérêts de sa vie. Et ceci dans l'objectif de l'aider à construire sa vie selon ses propres normes et critères de réussite, et de façon à donner du sens à sa vie tout entière. Mais en même temps, sans faire de jeu de mots vu l'actualité, d'une manière proactive versus réactive et segmentée. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup des opportunités aujourd'hui, et à juste titre d'ailleurs. Cependant, méfiance d'être finalement orienté un peu comme une girouette dans le sens du vent, qui bouge uniquement selon ce qui se passe et selon les besoins, qui nous ferait retourner justement dans un modèle très adéquationniste, ou comme dans une série indéfinie de projets à court terme, mais sans repères qui guident l'action. Donc dans ces conditions, les problématiques de chacun, il s'agit d'accepter de ne pas aller tous à la même vitesse, ni au même endroit, et d'intervenir dans une temporalité de l'instant opportun pour exercer une activité signifiante. Donc, ce qui implique, de mon point de vue, effectivement, de considérer l'identité professionnelle non plus comme un déjà là qu'il suffirait de mettre à jour, mais plutôt à construire
à créer en continu par le dialogue et la réflexivité, et de sortir du conseil minute et du tout de suite, comme le dit très bien Alexandre Letellier. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'est parfait. Merci, merci beaucoup Françoise pour ces éclairages et cette présentation des études et résultats que tu as pu mener, qui sont très intéressants. Alors, le chat va pouvoir poser ses questions, mais avant ça, on ne l'a pas encore annoncé, à savoir que nous profitons de la présence de Nicolas Caruso, facilitateur graphique, qui d'ailleurs, Françoise, a croqué ton intervention. Alors Nicolas, est-ce que vous êtes avec nous et qu'avez-vous à nous dire sur, sur ce que vous avez déjà pu réaliser ce matin, hein, pas que sur l'intervention de Françoise, mais sur l'ensemble de ce qui s'est déroulé ce matin? Oui, je vous ai bien suivi. Bonjour à tout le monde. J'ai capturé donc l'intervention de Françoise avec les grands thèmes clés. Vous voyez, j'étais en train de finir l'aspect holistique dont elle a pu parler. Et puis, avant cela, bien sûr, les diverses interventions en introduction. Alors, j'ai fait partie de ceux qui se sont retrouvés connectés, pas tout à fait au début, donc voilà. Dès que j'ai entendu, j'ai commencé à capturer. Je pourrais commenter ça si vous le souhaitez en fin de matinée, mais regardez un petit peu ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'échanges et ce que moi j'ai pu en capter, eh bien, c'est un petit peu partout sur cette planche. Pour terminer, sur ce que vient de nous dire Françoise, et puis notamment ces deux grands thèmes que l'on voit accepter un temps pluriel et puis des modèles de CEP multiples et complémentaires. J'étais en train de m'appuyer sur le fait que tout est holistique, hein, donc c'est une notion qui nous vient plutôt de l'Orient. Merci pour votre attention. Nicolas, on reviendra vers vous tout au long de la journée pour suivre vos productions, vos réalisations et vous entendre sur ces réalisations elles-mêmes. Alors, Françoise, du coup, il y a beaucoup de remerciements du public qui trouve la présentation très intéressante et riche. Alors, finalement, ce qu'on peut retenir, et notamment à travers la présentation graphique, c'est effectivement cette question de temps pluriel. Il y a presque derrière ça une question d'ouverture, en fait, d'ouverture à la fois du temps vers des choses qui ne sont pas que inscrites sur le présent, mais un présent qui va quand même inspirer ce qui pourrait arriver plus tard. Tout à fait. Et donc, du coup, qui ouvre aussi peut-être une approche de l'accompagnement qui s'adapte justement à ces temporalités-là. Oui. Alors, est-ce qu'on est presque là dans le rôle du conseiller en évolution professionnelle qui va proposer ou faire émerger aussi des scénarios auxquels peut-être les personnes n'ont pas encore pensé et qui peuvent avoir des préoccupations plus immédiates? On serait sur cette approche-là? Oui, c'est tout l'enjeu et la difficulté d'ailleurs pour les conseillers. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les conseillers qui ont accepté d'être non seulement observés, mais également interrogés. Effectivement, du nombre de compétences et le talent qui doit être mis en œuvre pour réaliser le CEP, c'est véritablement à pointer. Donc effectivement, il y a plusieurs temporalités et donc l'idée justement, c'est pour ça que j'avais proposé de penser en dialectique parce que c'est compliqué, on ne peut pas choisir une temporalité plutôt qu'une autre, évidemment. Les deux sont à prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité de répondre aux attentes et aux besoins concrets et qui souvent sont immédiats, voire dans l'urgence et comme j'ai pu le voir dans des situations souvent extrêmement lourdes et compliquées et multifactorielles, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas que la sphère professionnelle dans le CEP. Les personnes arrivent avec ce qu'elles sont.
leurs désirs, leurs craintes, leurs peurs, leurs contraintes aussi familiales, et puis c'est inséré dans un territoire, effectivement, est-ce qu'on est loin de l'emploi, est-ce que l'offre sur mon territoire est pléthorique ou pas, etc. Donc ça veut dire que tout ça arrive en CEP, et évidemment j'ai travaillé sur cette notion de pratique sociale, c'est vraiment dans l'interaction que ça se joue, parce que le conseiller lui-même aussi, en fonction de la compréhension des besoins, des attentes des bénéficiaires, va engager un certain type d'action. Mais ça se renégocie finalement en permanence, cet ensemble. Donc tu as parlé de différents scénarios, c'est tout à fait ça, parce qu'en réalité, bien sûr, on pense au présent. Seulement, j'ai pu constater que beaucoup d'attentes qui étaient formulées, finalement, on a souvent une demande de financement, par exemple, qui motive un premier rendez-vous. Or, quand on va poser des questions, chercher davantage pour essayer de comprendre vraiment la situation globale, on peut s'apercevoir que beaucoup d'attentes sont implicites, d'où justement la compétence et la qualité du conseiller pour aller chercher finalement les questions qui n'ont pas été encore posées ou que les personnes ne se sont pas encore posées, pour mettre sur la table l'ensemble de la situation et pour évoquer justement différents scénarios pour pouvoir les expérimenter. Il y a une question dans le chat qui dit peut-être s'inspirer davantage du rôle par exemple d'éducateurs spécialisés, probablement dans l'idée qu'on soit sur une approche justement globale avec cette dimension sociale, prendre l'intégralité de la situation. Alors, est-ce que une ouverture possible en termes même peut-être de professionnalisation du conseil en évolution professionnelle viendrait d'un croisement ou d'un partage entre le milieu de l'accompagnement social et l'accompagnement plus du champ professionnel, insertion, évolution professionnelle? Est-ce que ces deux milieux-là aurait, entre guillemets, des choses à s'apporter? Certainement. De toute façon, il y a certainement des points communs qu'on peut retrouver dans les différentes situations. Après, effectivement, le CEP est cadré. Il est réglementé donc par deux cahiers des charges, un premier en 2014, un autre en 2019, qui d'ailleurs donnent des différences assez significatives, ne serait-ce que sur la disparition du référent de parcours. Cette notion est quand même assez fondamentale, parce que c'est quand même aussi ce qui permet de construire une alliance de travail, etc. Donc en tout cas, ça dit des choses sur les gestes professionnels et ce qui est possible aussi en CEP. Donc bien entendu, la capacité à... ce que moi j'appelle la théorie du sujet, c'est-à-dire finalement d'appréhender la personne au mi-temps de sa vie ou pas d'ailleurs, parce que les problématiques sont différentes en fonction des âges et des périodes de la vie, et y compris dans les différentes transitions professionnelles. Voilà, on a des transitions professionnelles quand entre, on va dire, les études et l'emploi, entre périodes d'emploi et entre périodes de formation, donc, et puis au niveau du passage à la retraite, ou d'accompagner une retraite qui puisse être active. Donc en réalité, en fonction de l'âge et des périodes de vie, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, et y compris au niveau psychologique non plus. Donc effectivement, peut-être de mieux situer, de mieux appréhender l'individu dans sa globalité, me paraît effectivement être une riche idée, mais cependant qui s'inscrit dans un cadre non seulement juridique, mais aussi, et je l'ai dit, dans un site institutionnel. Et donc l'organisation du travail va être également prégnante pour rendre possible ou pas un certain type d'accompagnement, et qui va prendre un certain temps ou non. Donc on voit que c'est multifactoriel finalement. Alors, on voit d'ailleurs des réactions aussi encore dans le chat qui d'une certaine manière, alors là je le lis tel quel parce que je trouve le commentaire effectivement intéressant, peut-on de fait repenser la façon dont est parfois mené le CEP, qui préjuge que le bénéficiaire est forcément prêt, en oubliant que le CEP est un chemin et pas seulement une finalité en soi. C'est-à-dire qu'on peut, dans une logique aussi de pilotage, de mesure des effets, de ce que produit un service, on peut chercher à avoir des résultats
assez immédiat, et donc du coup qu'on s'expose au risque que le CEP devienne une sorte de fin en soi. C'est-à-dire que le CEP doit produire quelque chose immédiatement sur la situation, alors que dans une logique itérative, comme tu l'évoquais avant, peut-être que les effets ne se verront pas tout de suite, puisque on n'est tout simplement pas dans la tête du bénéficiaire, on ne sait pas à quel rythme les choses avancent, comment il s'approprie, entre guillemets, ce qui peut être travaillé avec lui. Donc on va à la fois essayer, là je prends presque le côté la casquette professionnelle, de dire on va se retrouver souvent à jongler entre une forme d'attente d'effet du CEP, du service qu'on rend, de l'accompagnement qu'on rend, de manière assez immédiate, parce qu'il y a du rendu compte, tu l'as évoqué aussi, qui est assez pesant, et aussi l'idée que potentiellement ça va probablement avoir des effets des fois même plus importants à plus long terme. Et aujourd'hui, on ne sait pas toujours si on les verra, et si on pourra les voir, si on aura encore le lien avec les personnes pour voir quels effets ça a pu produire à plus long terme. Exactement. Alors là, ce qui est évoqué, pour moi, intègre beaucoup d'éléments, notamment sur l'évaluation du CEP. Et c'est très difficile de pouvoir l'évaluer parce que justement, est-ce qu'on est dans une garantie de moyens ou de résultats ? Et comment évaluer le résultat. Donc il y a quand même des études pour aller voir justement ce que les bénéficiaires, l'apport du CEP, en tout cas de ce qu'ils pensent de l'apport du CEP, objectivement mais subjectivement, parce que de toute façon il y a toujours cette perception qui rentre en ligne de compte. Donc en tout cas, effectivement, entre ce que la personne va dire et puis ce qui s'est passé, il peut y avoir un écart. Et notamment, ça me renvoie à un sujet qu'on a déjà évoqué, entre des bénéficiaires qui, en situation, sur un temps donné, on sait bien qu'il y a la désirabilité sociale aussi en CEP, donc on peut avoir peur parfois de tout dire. Hein. D'abord, rarement on dit tout au démarrage, hein, bien entendu. Cette disposition finalement à rester sous un bon jour, on n'a parfois pas envie non plus de contrarier un conseiller qui, semble-t-il, a une bonne idée, etc. Et puis finalement, quand on peut interroger des bénéficiaires après coup, disent j'ai pas voulu contrarier le ou la professionnel, et donc, mais finalement non, ça me va pas. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un processus d'aller-retour, et c'est très bien d'ailleurs que ce soit comme ça, parce que ça peut être très, je peux très bien me sentir emballée par un projet, puis finalement en expérimentant plusieurs scénarios, en me disant finalement non, et donc on va affiner, et évidemment c'est un processus qui est itératif et qui permet d'apprendre à mieux se connaître, de mieux voir aussi l'environnement, bien sûr les opportunités, puis la vie c'est aussi une question de rencontre, tout ça comme on l'a vu est multifactoriel. Donc finalement, évaluer le CEP ne peut pas s'arrêter à du quantitatif, bien entendu, parce que ce qui ne donne pas forcément immédiatement d'ailleurs de résultats, on ne sait pas ce que ça peut provoquer. On peut avoir semé vraiment une graine qui va pousser, qui va faire mûrir un projet, etc. Ou à l'inverse, hein, on pense que tout est... on a pensé là sur un projet à moyen terme, mais on n'a pas vu forcément bien les étapes. Donc tout ça est un processus, effectivement. Alors dans les observations que tu as pu faire justement sur le terrain, est-ce que tu as entre guillemets, une situation marquante, un exemple d'échange que tu as pu observer, d'entretien que tu as pu observer, qui t'a particulièrement touché ou marqué dans ce que tu as pu voir à travers ces études ? Oui, il n'y en a pas qu'une, j'imagine. Il y en a beaucoup, absolument, où je suis restée, pardonnez-moi l'expression, mais très scotchée par la capacité d'abord à garder son sang-froid. On ne se rend pas compte à quel point, même moi en tant qu'observatrice, on a pu en discuter, j'ai pu être moi-même atteinte, évidemment, par les situations qui sont souvent difficiles, qui sont abordées en conseil, et la nécessité de trouver la juste place et la juste distance, finalement, pour à la fois être empathique, garder son sang-froid pour poursuivre le conseil, et tout ça dans un temps donné,
et de pouvoir répondre aux demandes et en même temps de pouvoir réaliser ce fameux rapport permettant la traçabilité finalement du CEP. Donc oui, j'en ai eu beaucoup et j'en ai 2 ou 3 en tête, notamment sur cette juste capacité d'être dans l'empathie et en même temps d'accueil, pour faire retomber un petit peu le soufflet quand l'émotion est véritablement très forte, et en même temps d'être capable de produire mais pas à pas. Et d'accepter justement ce temps pluriel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quelqu'un qui arrive abîmé, voilà, hein, que ce soit par sa vie professionnelle et sa vie tout court, on ne peut pas d'emblée lui dire « bon, alors, on va où, comment, etc. » Il y a quand même cet accompagnement, et ça c'est quand même alors, beaucoup de compétences, mais beaucoup d'expérience finalement, où on va réussir. Et là, il y a vraiment des façons de faire qui sont très, très différentes. Mais j'ai été souvent scotchée par des conseillers et conseillères, bien entendu, talentueux. Très bien, merci. Un mot de la fin ? La fin, évidemment, je trouve que cette initiative aujourd'hui est majeure. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette nécessité de relier les mondes interopérateurs, y compris les cultures professionnelles et identitaires des conseillers. Parce qu'on va s'apercevoir que, je l'ai dit, hein, l'effet public est très fort et très prégnant. Il faut non seulement se parler, mais se parler ne suffira pas. Il va falloir travailler, pour moi, les règles de métier pour travailler cette culture et ces valeurs, parce que le métier du CEP est une nécessité aujourd'hui. Il le sera encore plus demain. Et donc, il faut vraiment avancer au profit des bénéficiaires. Et pour citer Jacques Delors et Michel Rocard en son temps, pour ne laisser personne sur le bord de la route. Merci Françoise. Merci Alors tu restes beaucoup. avec nous toute cette journée. On te retrouvera à la table ronde en fin d'après-midi pour pouvoir échanger avec nos autres intervenants. On se retrouvera donc à 11h avec Nathalie Lavielle-Gutnick, avec également Emmanuel Journeau du Conseil régional Grand Est qui introduira la prise de parole de Nathalie Lavielle-Gutnick. L'après-midi, à 14h, nous aurons André Chauvet, l'intervention d'André Chauvet, et on terminera la journée donc par une table ronde avec tous les intervenants. Là, dans l'immédiat, on va, pour le bien-être de tout le monde, et en particulier ceux qui sont à distance derrière leur écran, on sait que le quotidien en ce moment nous place souvent devant un écran, donc on va vous proposer de faire une pause et de se retrouver donc pour 11h avec l'intervention de Nathalie Lavielle-Gutnick. Donc la page reste active, vous pouvez poursuivre les échanges en attendant dans le chat et poser des questions, on pourra les reprendre par la suite. Merci pour votre attention déjà pour cette première intervention. Petite pause et on se retrouve donc à 11h.